Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la bataille judiciaire contre la dissolution des partis politiques s'intensifie au Mali. 3 tribunaux de grande instance de Bamako se sont déclarés incompétents. Décryptage de notre correspondant régional à suivre. La sonnette d'alarme tirée sur la situation dans l'est de la RDC par la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits humains des personnes déplacées. Elle vient d'achever une visite de 10 jours dans le pays. Reportage à suivre. Et ce soir, on reçoit un des piliers du rap en Afrique, très engagé depuis ses débuts, il y a plus de 25 ans. Prix Découverte RFI en 2013, il incarne un rap social, politique et poétique. Nous le recevons avant son concert du événement du 1er juin au Casino de Paris. Le rappeur burkinabé Smarty est notre invité. Et on ouvre le journal par le Mali où la bataille judiciaire contre la dissolution des partis politiques s'intensifie. Après avoir été saisis, 3 tribunaux de grande instance de Bamako se sont déclarés incompétents pour statuer sur la légalité du décret présidentiel du 13 mai. Ces juges renvoient ainsi les requérants vers la Cour suprême qui pourrait elle-même solliciter l'avis de la Cour constitutionnelle. Les explications de Serge Daniel. Pour les requérants, en rejetant leur saisine, la justice civile malienne a manqué un rendez-vous essentiel avec l'histoire, celui du respect du droit. Parmi les requérants, on retrouve des responsables d'anciens partis politiques maliens qui signent et qui persistent. La décision pour eux, la décision de la junte malienne de dissoudre les partis politiques est bien illégale. La bataille pour les libertés fondamentales ne fait que commencer, estiment ces requérants, qui annoncent d'autres étapes dans la lutte. Autre étape donc, la saisine de la Cour suprême du Mali pour contester encore une fois cette décision. Et après la saisine de la Cour suprême, s'ils ne sont pas satisfaits, ils annoncent qu'ils vont saisir cette fois-ci les juridictions internationales. Mais ils sont prêts à revenir sur le terrain politique malien en organisant des manifestations légales pour contraindre la junte malienne à revenir sur sa décision de suspendre, de dissoudre les partis politiques. On passe à la RDC où la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits humains des personnes déplacées achève une visite de 10 jours dans le pays. Elle s'est rendue dans l'Est où les territoires sont sous contrôle des groupes armés. AFC et M23, Paula Javira Bettencourt tire la sonnette d'alarme sur des besoins en augmentation. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. La crise humanitaire que traverse la RDC tombe dans l'oubli. C'est le cri de détresse des déplacés de l'Est du pays qu'a rencontré la rapporteuse des Nations Unies sur les droits humains des personnes déplacées. Alors selon elle, la crise est complexe et elle s'aggrave depuis la chute de Goma et de Bukavu. Les violences sexuelles commises par les groupes armés rebelles et pro-gouvernementaux poussent toujours plus de femmes et de filles à se déplacer. Des milliers de personnes dans les camps ont été forcées de rentrer chez elles sans garantie de sécurité. Les centres de santé sont débordés. Alors pour la rapporteuse, il y a urgence à réagir. En vertu du droit international humanitaire et des droits humains, il y a un cadre qui protège les droits des personnes déplacées, même dans des territoires sous occupation. Et c'est ce cadre qui appelle à la responsabilité de l'État. Par exemple, on sait qu'il y a des problèmes de liquidité à cause de la fermeture des banques. C'est une situation difficile, mais l'État doit trouver un moyen de résoudre cette crise, car les populations qui vivent dans les territoires occupés souffrent. La rapporteuse des Nations Unies rappelle que la réduction drastique des financements américains a perturbé la réponse des organisations humanitaires, créant un risque de pénurie alimentaire et de médicaments. La RDC compte plus de 7 millions de personnes déplacées. C'est l'une des plus graves crises humanitaires dans le monde. Cette semaine, le monde a perdu un des plus grands écrivains et intellectuels en la personne de Ngugi wa Thiong'o, écrivain kényan qui a milité toute sa vie pour la décolonisation des esprits et de la culture. Il laisse une œuvre colossale d'une plus d'une trentaine de romans, de pièces de théâtre et autant d'essais politiques. Clémence Valère. Il est l'un des géants littéraires contemporains du continent.
Né en 1938 au Kenya, l'auteur Ngugi wa Thiong'o a été profondément marqué par les changements sociétaux et politiques de son pays. Adolescent, il est témoin de la révolte Mau Mau durant les années 50 contre l'occupation coloniale britannique et des massacres qui ont fait au moins 10 000 morts. L'exploitation, la spoliation et la répression des indépendantistes qui touchèrent l'entourage proche et familial de l'écrivain forgent sa plume et son style. En 1964, soit un an après l'indépendance du Kenya, il sort son premier roman, Enfant ne pleure pas, qui le propulse sur le devant de la scène littéraire. Il a touché le cœur des gens. Les Africains ont été colonisés et le colonialisme n'était pas seulement économique, c'était aussi une destruction culturelle. Parler de cela, c'était très impressionnant. À la fois romancier et théoricien postcolonial, Ngugi wa Thiong'o est l'auteur d'une œuvre considérable qui reflète son engagement politique. Suite à l'indépendance, ses écrits, dont le roman Pétales de sang, publié en 1977, s'attaquent aux élites du pays, dressant un portrait sans complaisance du Kenya postcolonial. La même année, il est arrêté et emprisonné suite à la représentation de sa pièce « Je me marierai quand je le voudrais », produite en kikuyu. Durant son incarcération, il abandonne l'anglais comme langue d'écriture pour sa langue natale. Auparavant, lorsque j'écrivais en anglais et que j'étais tout aussi critique à l'égard de la condition postcoloniale, je n'étais pas arrêté. Je n'ai pas été mis en prison. Mais lorsque j'ai parlé des mêmes choses, des mêmes problèmes dans une langue comprise par la communauté pour laquelle j'écrivais, j'ai été incarcéré dans une prison de haute sécurité pendant 1 an. Il fait de son combat la défense des langues africaines et la déconstruction de la hiérarchie des langues dans le monde de la littérature. En 1986, il publie un ensemble d'essais postcoloniaux, Décolonisons l'esprit. L'œuvre fera sa réputation à l'international et il sera par la suite régulièrement pressenti pour le prix Nobel de littérature, sans jamais le remporter. Et après Nairobi, le ministre délégué français Thani Mohamed Solihi est à Mayotte ce week-end en compagnie du secrétaire d'État kényan aux Affaires étrangères. Cette visite fait suite à un accord commercial signé en novembre dernier entre Kenya et Mayotte, un territoire français d'outre-mer dans l'océan Indien. Cet accord vise à renforcer les liens économiques et à simplifier le commerce, ouvrant potentiellement à de nouveaux marchés pour les entreprises kenyanes. Olivia Bizot. C'est une visite historique. Pour la première fois, Mayotte accueille un haut responsable de la diplomatie étrangère. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Kenya, Korir Sing'oei, est arrivé ce vendredi après-midi aux côtés du Français Thani Mohamed Solihi. La journée a commencé à Nairobi et après 2h30 de vol, les deux hommes ont atterri à Mayotte avant d'embarquer à bord d'un plus petit appareil pour découvrir les paysages de l'île et mettre en avant son potentiel touristique. À leur arrivée, un accueil traditionnel leur a été réservé, suivi de plusieurs visites et de nombreux discours tout au long de l'après-midi. Je tiens à remercier de manière très spéciale le gouvernement français pour avoir facilité cette coopération qui nous a permis en tant que Kenyans de construire et de forger une nouvelle amitié avec le peuple remarquable de cette magnifique île qu'est Mayotte. Nous allons voir comment améliorer cette desserte aérienne entre Kenya et Mayotte, comment l'intensifier et comment faire en sorte que les Mahorais et les Mahoraises qui souhaitent voyager, que ce soit pour aller en Afrique, que ce soit pour aller en France métropolitaine ou partout dans le monde, eh bien, puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Cette visite fait suite à un accord signé en novembre dernier à Nairobi, visant à renforcer les échanges entre le Kenya et Mayotte, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du numérique, du tourisme ou encore de l'économie bleue. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Mayotte bénéficiera de cette coopération, notamment pour sa reconstruction après le cyclone de décembre dernier, tandis que le Kenya profitera d'un meilleur accès au marché français et européen. Allez, on passe au reste de l'actualité en bref et en images. Politique au Sénégal, l'opposant Barthélémy Diaz lance son propre mouvement Sénégal bi ñu bokk, en français le Sénégal que nous partageons. Après 2 coups durs politiques, la perte de son siège de député puis celui de maire de Dakar en décembre dernier, l'ancien élu de 49 ans entend reprendre la main et rassembler les déçus du régime actuel.
Le bilan des inondations ayant touché le centre du Nigeria a été revu à la hausse. Il est passé à au moins 88 morts après la découverte de nouveaux corps. Des pluies torrentielles mercredi soir ont emporté une dizaine de maisons dans la ville de Mokwa. À Khartoum, la guerre et l'épidémie de choléra plongent la population dans l'urgence. Depuis mardi, 70 décès ont été enregistrés et plus de 2100 nouvelles infections sont recensées en 2 jours. Le système sanitaire est à bout de souffle. 90% des hôpitaux des zones de conflit sont hors service. L'Organisation mondiale de la santé tente de soutenir les efforts locaux avec plus de 22 tonnes de nourriture médicale. Mais les ONG alertent, sans aide rapide, l'épidémie pourrait empirer avec l'arrivée imminente de la saison des pluies. Au Burkina Faso, plus de 100 civils, dont des femmes, des nourrissons et des personnes âgées, ont été tués mercredi dernier dans la région du Sahel. Le massacre attribué à un convoi militaire et à des volontaires pour la défense et la patrie a touché plusieurs villages, des communes de Dori et de Gordadji. Des images authentifiées parmi ces faits confirment ces faits. Pour l'heure, aucune réaction officielle n'a été donnée par les autorités burkinabées sur cet épisode tragique. Et on passe à la culture. Dans ce journal, notre invité est un des piliers du rap conscient francophone. Né d'un père burkinabé et d'une mère ivoirienne, il a grandi entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Autodidacte, engagé dès ses débuts, il a fondé le groupe Yélène avant de mener une carrière solo remarquable. Prix Découverte RFI en 2013, ambassadeur de l'UNICEF, voix engagée contre les mariages forcés, les inégalités et les violences. Smarty, c'est du rap, mais pas que. Avec une portée sociale, politique et poétique, nous le recevons avant son concert du 1er juin au Casino de Paris. Bienvenue, Smarty, bienvenue dans ton JTA sur France 24. Quel plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Alors, vous êtes connu pour être un artiste engagé, rappeur conscient, je l'ai dit. L'actualité dans votre pays, hélas, est dramatique. On a vu récemment encore cette attaque qui a fait une centaine de morts. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est que véritablement au niveau surtout au niveau du traitement de l'information, parce que quand on dit qu'il semble, je ne sais pas si c'est pas encore attesté, c'est pas encore authentifié, je pense que nous on fait très attention un peu à tout ça. Donc on attend quand même avant qu'on ne dise officiellement qui a fait quoi, qu'est-ce qui est de l'armée, parce qu'on n'est pas dans une situation où on ne sait pas qui prend les tenues de l'armée, qui porte quoi, qui passe par quoi, parce que même ceux qui nous attaquent, on ne sait pas qui c'est. On ne peut pas les indexer aujourd'hui parce que ce n'est pas des personnes qu'on voit arriver. Donc aujourd'hui, dans cette attaque, n'importe quoi est facile pour faire passer comme message. Je pense que même eux, ils sont un peu dans une certaine manipulation. C'est facile de porter peut-être les tenues des unités du pays et puis faire des attaques et puis accuser. En fait, je dis ça parce que je pense qu'on est dans une grande guerre aussi d'information et de désinformation. Et je pense que nous, notre rôle dans la culture, c'est véritablement avoir du recul, prendre la hauteur et puis pouvoir agir. Quand on voit ce titre, plus de 100 civils tués dans le Nord, l'armée, les VDP du Burkina Faso accusés, c'est blessant, c'est touchant. Parce que je pense que pour les hommes que nous connaissons, pour ces jeunes gens que nous connaissons qui montent au front et qui aussi risquent leur vie chaque jour au front, parce que c'est vraiment des gens qui sont au front, qui défendent le pays. C'est dur de lire ça comme titre parce qu'il faut que ce soit véritablement avéré et annoncé. Bon, on essaie de se défendre comme on peut, mais on essaie d'être positif. Bon, on va revenir à la musique, évidemment. C'est pour ça que vous êtes là. On ne pouvait pas ne pas vous interroger sur l'actualité, malheureusement, du pays. Parlons à présent de votre carrière. Vous avez largement contribué au développement du rap africain. Je l'ai dit, depuis la Côte d'Ivoire, où vous êtes né, vous avez commencé au Burkina Faso. Racontez-nous d'abord la toute première fois où vous avez rappé. Il paraît que c'était sur un texte d'MC Solar, c'était ça ? Oui, c'était un playback, MC Solar, concubine de l'Homoglobil. Je tentais comme ça de rentrer dans le rap. Et voilà, on s'identifiait à ce type de rap-là. Et puis finalement, on a eu d'autres influences que sont Positive Black Soul, Daraji, en tout cas de bonnes influences qui nous ont montré qu'on pouvait s'accepter en tant qu'Africain et faire du rap. Et surtout faire du rap conscient, parce que tu ne peux pas venir d'un pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo, en tout cas
un ouest africain et puis ne pas parler des problèmes que traverse la jeunesse, nos mamans, nos papas et tout. Donc, on est dans ça depuis plus d'une vingtaine d'années. Essayer de faire du rap utile. Et alors, en plus de 25 ans de carrière, comment vous jugez l'évolution du rap? Est-ce que... Elle est positive. Ouais. Nous, on a commencé le rap, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas le streaming et tout ça. Donc, je pense que le rap s'adapte aux nouvelles évolutions, aux nouvelles technologies. C'est clair qu'aujourd'hui, entrer en studio est beaucoup plus facile et les jeunes ont beaucoup plus accès. Et avec Internet, aujourd'hui, entrer aux États-Unis, entrer en France, en Europe et tout, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est un outil qu'ils utilisent de façon positive. Et je suis très admiratif de ce qu'ils font aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu sors un son au Burkina ou à Abidjan, tu n'as pas besoin forcément de venir ici pour te faire entendre. Oui. La fenêtre, elle est ouverte et les gens, tout de suite, ils peuvent capter directement ce qui se passe en Afrique. Je propose d'ailleurs qu'on fasse un petit medley de quelques titres qu'on a choisis de Smarty. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors je ne sais pas qui ils sont, mais voilà, c'est l'occasion. Profitez du JTA pour découvrir un peu de Smarty. On en parle juste après. Tu ne joueras pas de grand rôle si tu crois que tout le monde t'aime. Ne parle pas de tes projets. Garde-les dans le secret. En silence se construit. Et ta réussite fera du bruit. Règne devant l'éternel. Règne. Fort comme un arc-en-ciel. Règne devant l'éternel. Militant dans mes écrits pour un monde plus équitable. Je me suis fait des ennemis et moins de bouffe à ma table. Je pilote mon avenir, souvent sans kérosène. La dignité est un avis dont le trajet est fait de peine. J'ai eu beaucoup d'amis. De retour avec Smarty sur le plateau. Smarty, il y a le concert le 1er juin, donc dimanche au Casino de Paris. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre alors? On peut s'attendre à de la fête, on peut s'attendre à de la joie, d'autant plus que c'est vraiment, véritablement la première fois. Je ne dis pas que les aînés ont tracé la voie, ils ont fait des choses énormes. Mais pour une fois qu'on prend une salle comme le Casino avec uniquement en tête d'affiche la culture du Burkina Faso, c'est déjà ça de spécial. Ouais, et puis, ça va être une très, très, très belle fête parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre musique qu'on tente ce challenge-là. Ouais. Et c'est une façon pour nous, je dis nous parce qu'il y a derrière mon engagement, il y a plein d'artistes qui m'accompagnent, d'ouvrir la porte aux jeunes et envoyer un signal fort pour qu'ils se disent que quand même, ce que nos voisins font, nous aussi, on peut commencer à le faire. Les Sénégalais, il faut maintenant nous laisser un peu faire. Non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, en tout cas, je suis content d'être là, je suis content de porter ma culture, content surtout à cette période que traverse mon pays, d'envoyer quelque chose de positif, parce que la culture reste un pont entre les peuples lorsque tout devient politiquement difficile. Absolument. Smarty, rappeur conscient du Burkina Faso au Casino de Paris le 1er juin, c'est dimanche. Je ne sais pas ce que vous faites, mais il faut y aller. Tout le monde doit y être. Il le mérite largement. Et voilà, c'est un artiste incroyable que nous ici, on adore évidemment au JTA. Tout le monde le sait. Merci Smarty d'être venu. Je propose d'ailleurs qu'on se quitte avec le dernier titre, Chacun sa vie, qu'on a déjà eu en primeur sur la chaîne, c'était au moment du FEMUA. Donc Chacun sa vie, dernier clip de Smarty. On écoute et on se quitte avec ça. Merci et à très vite sur France 24. Des durs moments et des joies sans pareil. J'ai vu des grands qu'on chutait du sommeil. Un petit vent et tu perds le sommeil. Chacun sa vie, à chacun ses problèmes. Chacun sa vie, à chacun ses problèmes. Chacun sa vie, à chacun ses problèmes. Je suis Smarty et c'est ça.